Bonjour à tous, on continue la journée autour de le tourisme du goût, le tourisme alimentaire. Alors on va peut-être raconter un petit peu pourquoi on a choisi ce thème cette fois-ci. Il y a quelques années, c'est développé, et surtout pour les jeunes, c'est intéressant de voir un petit peu l'évolution, les plateformes. Il y avait tout type de plateformes. Les plateformes Airbnb, les plateformes pour vos voyages, pour tout type de plateformes. Et puis il y avait les plateformes d'expérience. À l'époque, j'habitais à Lisbonne et il n'y avait plus de logement. Et puis, on voulait manger avec un Portugais. On voulait aller au marché avec un Portugais. On pouvait draguer un Portugais sur Tinder. Et toutes ces plateformes ont créé un engouement incroyable pour la rencontre, tout type de rencontre. Et ça, c'était une première chose très intéressante parce que notre monde a changé. Puis, il y a eu le Covid. Puis là, on s'est tous rendu compte qu'il fallait manger. Et puis, plutôt manger pas trop loin parce qu'il ne faut pas aller trop loin. Tout ça, c'est des facteurs qui ont changé notre rapport à l'alimentation. En 2020, à l'issue de cette réflexion, en me disant mais les aliments voyagent, on a monté un projet européen qui s'appelle Local Food Tour, en Croatie, au Portugal, au Pays Basque. Petit projet européen qui nous permettait de rencontrer un petit peu des modèles de développement touristique autour du voyage et de l'alimentation. Et là, j'étais très étonnée de rencontrer au Pays Basque des producteurs de pommes pour du cidre basque. Donc, si vous connaissez le cidre basque, il est un peu raide, hein, comme toi, Olivier. Et c'était assez marrant de voir comment des producteurs de pommes s'organisaient avec l'ensemble du territoire pour mettre en avant leur production. Un tout petit village en Croatie avec 5 habitants qui s'appelle Oum. Le village était en désuétude et ils ont réhabilité ce village autour de l'alimentation. Donc le facteur commun, c'était comment l'alimentation et les productions locales peuvent être un facteur d'attrait. Tout ça, ça nous a... On a réfléchi et on a pensé évidemment à mettre en place un projet autour de l'alimentation. Et puis il y a eu un autre phénomène aussi. En 2023, j'étais au Vietnam et à chaque fois qu'on était dans un hôtel, on avait une proposition d'un flyer tout simple pour aller découvrir l'alimentation, donc les petits marchés, les petits producteurs locaux, les petites cuisines locales sur le bord de la route. Ce phénomène-là nous a amené aujourd'hui à cette journée autour de cette question de la promotion par le biais du tourisme. Il faut savoir que l'agence d'alimentation a 4 actions. Elle a la promotion par la communication, le digital, elle a la promotion par l'export, la commercialisation, elle a l'accompagnement d'entreprise et puis il y a un petit peu une équipe d'agitateurs d'idées pour justement essayer de voir d'autres formes de développement de l'alimentation ou de l'agriculture. Bon, en lien avec l'alimentation. Alors d'aujourd'hui, c'est notre thème, c'est le voyage. Le voyage autour des aliments et comment les gens vont à notre rencontre, à la rencontre de l'alimentation. Donc on a 3 personnes avec moi, et les meilleures évidemment. Olivier Echevarria, qui est professeur à l'Université d'Angers. Anna Pédelaborde, qui est chef d'entreprise de l'Échoppe de la Lune, mais elle a tout marketé, vous voyez que là, il n'y a pas de souci. Et puis Virginie Maccabé, qui, elle, organise des food tours. Et donc, on va rentrer dans le détail d'un petit peu tout ça, de toutes ces tendances. Et la première question, elle est pour toi, Olivier. Quand je t'ai parlé de tourisme alimentaire, tu m'as dit « Ouh, non, non, pas du tout. On ne parle pas de tourisme alimentaire. On parle de tourisme gourmand. » Alors, j'aimerais bien que tu me définisses un petit peu ton approche. Effectivement, je parle de tourisme gourmand. En tant qu'enseignant-chercheur, j'ai tenté une clarification sémantique en utilisant le terme de tourisme gourmand face à un flou définitionnel et une inflation définitionnelle face à cette forme de tourisme. Effectivement, il y a un double flou en réalité. Un flou définitionnel lorsqu'on accole à tourisme des concepts tels que tourisme alimentaire, tourisme culinaire, tourisme gastronomique, tourisme de goût, tasting tourism, agritourisme, agrotourisme. Bon. Typiquement ce matin, la conférence était intitulée tourisme alimentaire et tout le monde a parlé
de gastronomie. Ça, c'est le premier flou. Le deuxième flou, c'est lorsqu'on accole au terme de tourisme des secteurs, le tourisme, l'énotourisme, le tourisme vitivinicole, le tourisme brassicole, le tourisme oléicole, le brassitourisme, le zitotourisme, le truffitourisme, etc., etc., le pescatourisme. Enfin, c'est un inventaire à l'après-vert. Et finalement, plus personne ne s'y retrouve. Et en particulier, les touristes ne s'y retrouvent pas. Et donc, j'ai décidé, dans mes travaux de recherche, et y compris dans mes cours, d'utiliser, pour essayer de clarifier les choses, le terme de tourisme gourmand. Alors, je dois préciser que, hélas, le syntagme tourisme gourmand n'est pas de moi. C'est un collègue, chercheur, enseignant-chercheur à l'Université du Québec à Montréal, Jean-Pierre Lemasson, qui a été le premier en 2006 à parler de tourisme gourmand, parce que finalement, ce qui est important, c'est l'approche par le goût, par la dégustation, par la gourmandise, par le plaisir de manger, par le plaisir de boire. Et donc, voilà, il m'a paru important de reprendre ce syntagme et de le valoriser, y compris aussi parce que lorsque je suis sur le terrain en tant que géographe, lorsque je suis amené à interroger des touristes, donc, que j'appelle touristes gourmands, aucun ne s'appelle un énotouriste, un touriste alimentaire, etc. Par contre, ce qu'ils me disent, c'est que ce qui est important pour eux, c'est d'être gourmand, d'être gourmet, de partager autour du goût, de découvrir des goûts. Et donc, ça m'a paru intéressant d'utiliser ce syntagme, parce que je le trouvais aussi représentatif de la manière dont il qualifie le touriste gourmand, le mangeur et le buveur. Et quelles sont les grandes motivations pour ce touriste ? Il faut garder à l'esprit que, et c'est notamment les travaux de recherche de l'équipe MIT, qui a montré que les touristes, et donc les touristes gourmands, mais les touristes de manière générale, sont motivés par 5 motifs de déplacement touristique: le repos, la découverte, le jeu, le shopping et les liens de sociabilité. Et quand on regarde donc ces 5 motivations du déplacement touristique, on peut raisonnablement se dire que ce qui se mange et ce qui se boit est précisément ce qui facilite le plus l'assouvissement de ces motivations du déplacement touristique, en particulier la découverte, en particulier le shopping, en particulier les liens de sociabilité. Quoi de plus facile et d'évident que d'entretenir des liens de sociabilité autour de ce qui se boit, de ce qui se mange, et aussi l'idée qu'effectivement je retrouve auprès des touristes gourmands que j'interroge, qui consiste à dire que ça leur paraît absolument évident de découvrir un lieu, de découvrir un nouveau lieu, une nouvelle culture, un autrui, que ça leur paraît absolument évident de le faire par ce que cet autre mange et boit. Parce que voilà, ça permet cette convivialité, et ça permet aussi de connaître l'autre, peut-être plus que par ce qu'il pourrait dire de lui-même, simplement en partageant ce qui se mange et ce qui se boit, en regardant ce qui mange et se boit. On est à peu près, on incorpore l'autre. On incorpore l'autre, absolument. Ouais. On incorpore quoi ? Son identité, son histoire ? On incorpore. Alors, il y a évidemment une dimension très matérielle de cette incorporation, puisqu'on incorpore ce qu'il boit et mange. On incorpore au même moment que lui des aliments mis en bouche. Mais il y a évidemment une dimension très immatérielle, c'est-à-dire on incorpore aussi son histoire, sa géographie, sa culture, son idée, ses idées,
ses discours et ses imaginaires, son identité. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Et on sait très bien qu'on dit beaucoup de ce que l'on est par ce que l'on mange et on boit. Mais on incorpore aussi un paysage. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur cet aspect-là. Des produits de qualité dégustés dans des paysages de qualité. Ce matin, on disait il n'y a rien de meilleur que de manger un produit là où il a été façonné et dans le paysage de production. Donc c'est tout ça que l'on incorpore, une dimension matérielle et une dimension immatérielle, parce que les touristes chargent immatériellement ce qu'ils s'attendent à découvrir, à manger et à boire. Alors on va aller vers Anna. Parce que là, sur le plateau, on a quand même 2 entrepreneuses jeunes, dynamiques et talentueuses. Vas-y, c'est 10 € chacune. Et justement, sur l'incorporation de l'histoire, de l'identité, je voudrais bien que Anna explique un petit peu son projet, depuis son origine jusqu'à nos jours, et justement, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, ces touristes, chez toi ? Oui, mais bonjour à tous déjà, merci d'être là. Donc moi j'ai créé l'échoppe de la Lune il y a maintenant 6 ans, au début à Margaux dans le Médoc, pendant 6 mois pour tester le concept, puis ensuite à Bordeaux Village, donc anciennement le Quai des Marques, parce que je voulais être au bord de la Garonne, sur le port de la Lune, parce que donc l'échoppe de la Lune, c'est la petite boutique du port de la Lune, donc Bordeaux qui est en forme de croissant de lune et qui a ce surnom depuis des siècles. Et donc ce que je voulais, c'était vraiment raconter l'histoire de Bordeaux et de la Gironde au travers de l'histoire des marques qui y sont nées. Parce que finalement, tout le monde connaît les sarments du Médoc, mais peu de gens savent qu'à l'origine, ils faisaient des bâtonnets de chocolat tout droit pour les chocolatines et que c'est suite à un accident de machine que dans les années 80, que c'est parti un zigzag en forme de sarment. Ben moi, personnellement, en connaissant l'histoire, je trouve que c'est encore meilleur de manger le produit quand on sait comment il est fait, pourquoi il a été fait comme ça. Et c'est toute cette passion de l'histoire alimentaire que j'ai envie de partager dans les chefs de la Lune pour tous les gens qui viennent. Donc après, il faut savoir qu'il y a beaucoup de clients locaux qui viennent pour redécouvrir des marques qu'on a toujours connues, comme la Crème Joc, le Cacolac, mais aussi des locaux qui viennent avec des amis. Quand on a des gens qui viennent sur la Gironde, on sait qu'en 20 minutes dans la boutique, on aura compris le territoire agroalimentaire et artisan. Et donc les touristes viennent aussi pour ça, finalement pour réaliser qu'à Bordeaux il y a du vin, c'est génial, il y a des cannelés, c'est génial, mais il y a tellement d'autres choses et je pense que les Girondins, comme dans toutes les régions de France, ont vraiment de l'or entre les doigts. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est mettre en valeur tout ça, mettre en lumière la passion qu'ont tous ces artisans et industriels bordelais. Ouais, et toi, tu es largement passionné, ça c'est sûr. Comment tu pourrais définir un petit peu, parce que tu touches deux cases, tu tapes sur le goût et tu tapes sur l'histoire. Quand on est dans ton magasin, tu nous racontes. Alors là, tu dis le bâtonnet, il a pris un choc et il est devenu tordu, donc c'est un sarment et c'est plus un bâton de chocolatine. Mais tu as énormément d'autres histoires sur la morue avec les Portugais. Bon, ça me touche. Mais tu véhicules plein d'histoires et les gens se raccrochent à ce que tu racontes parce que je l'ai fait la visite, donc je le sais, je me souviens. Et j'aimerais voir un petit peu le profil de tes touristes. Qui vient? Parce qu'il n'y a pas que des locaux. Alors non, il n'y a pas que des locaux. Les touristes sont hyper contents de venir parce que ils sont émerveillés parce que déjà on présente tout dans des vieilles armoires bordelaises avec de la faïence vieillard qui était faite juste à côté de la boutique au 19e siècle. Enfin, on les amène dans un univers. Moi, ce que je veux, c'est que les gens, quand ils viennent chez nous, ils vivent une expérience. Et d'ailleurs, au Portugal, ils sont très très bons pour ça. Ouais. Ils ont beaucoup de petits commerces qui font vivre une expérience. Et je trouve qu'en France, de manière générale, on commence à y arriver, mais c'est pas suffisamment encore étendu. Je pense que ce qui va faire la différence dans le commerce de demain entre le commerce en ligne et le commerce de proximité, c'est que quand vous allez dans votre petit commerce, oui, il y a le lien social et oui, on y va pour faire vivre sa ville, mais on y va surtout parce que ça apporte quelque chose en plus, une expérience, un moment. Et moi, j'aime beaucoup vraiment une expression d'une citation de Mère Teresa qui dit « Ne laisse jamais quelqu'un venir à toi et repartir sans être plus heureux ».
Et vraiment, c'est quelque chose, moi, qui m'anime et que je partage avec mes équipes, c'est que je veux que quand les gens viennent en boutique et qu'ils repartent, je veux qu'ils aient lâché un bagage, qu'ils aient oublié un petit peu le temps de leur visite, ce qui se passe derrière, et qu'il y ait ce côté, bah voilà, vous venez chez nous, on va vous faire découvrir des choses, ça vous plaît pas, à la limite, c'est pas grave, vous prenez ce que vous voulez prendre, et le reste, vous le laissez de côté, on n'oblige personne à nous écouter, mais nous, on partage tout ça. Et puis finalement, si on sent qu'il y a quelqu'un qui est vraiment, vraiment à l'écoute, bah là, on y va et on raconte tout. Et si on sent qu'il y a des gens qui ont besoin d'être laissés un peu plus tranquilles, on les laisse faire leur chemin. Mais c'est vrai que du coup, pour répondre à ta question, on touche tout le monde. En fait, parce qu'on vend de la crème Jock à 2,90 € comme on vend du caviar Sturia ou du whisky 5 ans d'âge bordelais avec des céréales locales. On touche tout le monde parce que finalement, ce que je voulais, c'était pas un commerce élitiste, pas un commerce bobo, mais vraiment un commerce qui ressemble au bordelais. Et pour moi, le bordelais n'est pas forcément que bobo. Le bordelais est un bordelais ouvrier, est un bordelais fortuné. Voilà, on est tous, on doit tous pouvoir se faire plaisir dans un commerce. Et d'autant plus dans un commerce de bouche. Après, tu nous présenteras un petit peu tes produits, parce qu'on n'est pas dans le magasin, mais tu pourras nous donner un petit peu une idée. Et je viens vers toi maintenant, Virginie, tu es la dernière. Tu as organisé, et j'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'origine, un food tour sur Bordeaux, et quelle est l'histoire de ces food tours, à partir de quel moment c'est apparu, quelle est l'origine de ces balades autour de l'alimentation? Alors en fait, moi je travaille depuis presque 30 ans dans le tourisme maintenant et ça allie mes deux passions, donc le tourisme et la gastronomie. Donc j'adore manger, j'adore découvrir les spécialités locales et quand je voyage, c'est ce que je fais. Et quand j'ai voulu changer, effectivement, de passer du salariat à création d'entreprise, je me suis dit, mais ça, c'est une idée qui peut être pas mal. Et effectivement, j'ai cherché. A priori, ça vient plutôt des États-Unis et du Canada. Mais comme je disais avec Olivier tout à l'heure, je pense que de tout temps, l'époque des Romains et avant, ça existait déjà en fait. Enfin, tu confirmes. Donc en fait, voilà, cette idée est venue de là. Et les touristes étrangers, anglophones en tout cas, puisque c'est ma clientèle principale, connaissent vraiment ce concept-là. Et donc, j'ai créé dans Bordeaux des balades à pied où je fais découvrir une partie historique, donc, en tant que bordelaise, en fait, les quartiers emblématiques un petit peu pour nous, les lieux emblématiques, avec des dégustations de produits locaux, artisanaux le plus possible, sucrés, salés, voilà, sur un itinéraire qui dure à peu près 4 heures. Tu peux nous donner un exemple? Bon, je ne sais pas si tout le monde est bordelais, je ne pense pas, dans la salle, mais vous connaissez un peu peut-être Bordeaux. Produits, ouais. Parce que tu dis, je ne vais pas sur des produits... Alors, bon, en fait, il y a déjà, c'est pas évident d'avoir tous les produits que je veux, puisqu'en fait, je suis un itinéraire pédestre, donc je peux pas, voilà, ça peut pas être sur 10 km à pied. Donc, uniquement à pied ou à vélo? C'est uniquement à pied. Uniquement à pied. Donc j'ai sélectionné des produits, par exemple, le cannelé, forcément, les gens s'attendent à manger un cannelé. Moi, je vais le commander tout frais d'un artisan qui habite près de chez moi tous les matins. Je ne vais pas aller dans certaines enseignes que tout touriste peut trouver facilement à tous les coins de rue de Bordeaux. Les dunes blanches qui sont quand même une spécialité locale et qu'adorent les Bordelais. C'est pas un produit, pour moi, c'est pas un produit touristique. La dune blanche est un bon produit. Alors je vois tes rillettes. Donc par exemple, c'est un produit que je fais déguster, les rillettes d'esturgeon de chez Sturia. Voilà. Donc cette année, je travaille avec 2 passionnés qui ont une boutique qui ne vend que des produits de la mer en canne, Enfin, c'est sardines et tout ça. Ouais, enfin en conserve. En conserve, voilà. En conserve. Donc voilà, par exemple, les rillettes d'esturgeon, parce que j'explique effectivement l'esturgeon dans la Garonne depuis toujours, et puis maintenant, enfin voilà, on explique l'histoire. Il y a toute une partie historique, et c'est ce qu'attendent les clients aussi. J'ai travaillé avec Oteiza, on en a parlé ce matin, avec Pariès, voilà, et un restaurant, il y a plein de choses. Comment tu captes tes touristes? Comment ils viennent vers toi? Parce que comme ils connaissent ce concept-là et que j'ai choisi il y a 7 ans quand j'ai créé, donc il y a 7 ans, j'étais la première sur Bordeaux, j'ai pris le nom bordeauxfoodtour.com. Donc effectivement, ça remonte assez bien sur Google, puisqu'ils cherchent un food tour. Voilà, ils cherchent un wine tour et ils cherchent un food tour. D'ailleurs, mes clients, 90% du temps, font aussi un wine tour dans les jours qui précèdent. Donc en fait, ils me trouvent tout simplement via mon site et ils réservent en ligne. Alors je travaille aussi avec des agences réceptives pour les mêmes types de clients, des Américains ou des Européens qui viennent ici visiter la région ou la France. Voilà. Et après, les hôteliers, en fait, ils me trouvent directement via mon site. J'ai pas fait de pub en fait. T'as pas fait de pub? Non. Et aller sur d'autres territoires en Nouvelle-Aquitaine?
Après, alors, avant le Covid, je voulais déjà me développer dans Bordeaux, puisque finalement, ça marchait assez bien, et prendre une freelance, mais effectivement, j'ai pas... Voilà, le Covid est arrivé. Donc oui, j'y ai pensé. J'ai déjà acheté les noms de domaine pour Saint-Émilion il y a longtemps. Donc je les ai tous. Je les ai tous. Mais en fait, quand j'étais démarchée à Saint-Émilion, je me suis rendu compte que c'était pas évident de trouver justement un fromager. Enfin, j'ai eu du mal en fait à monter un food tour. Voilà, donc je l'ai toujours sous le coude. Mais effectivement, après, pourquoi pas dans d'autres régions. Après, il faut trouver quelqu'un de confiance, qui soit passionné aussi, qui ait le contact avec la clientèle. Parce que finalement, je pense que les gens, ils viennent aussi parce que c'est toi. Je pense qu'il y a ça alors aussi, ça, je le ne côté... savais pas au début, mais effectivement, j'ai des repeaters, j'ai des gens qui ils sont très prescripteurs pour moi, qui le partagent et qui reviennent même faire le tour. Et oui, je me rends compte quand je lis les avis sur TripAdvisor, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut pas, qu'on sait pas en fait quand on se lance, on n'imagine pas tout ça. Et oui, effectivement, la relation, et on en a parlé ce matin, hein, créer de l'émotion, l'expérience, le souvenir, etc. Ça, c'est hyper important. Et je l'imaginais pas en fait autant. Donc pour vous deux, les réseaux sociaux, c'est quand même fondamental. Alors moi, les réseaux sociaux, c'est vraiment ma cour de récréation. Ma clientèle, c'est pas ma clientèle d'Instagram. C'est-à-dire que moi, j'ai un... Alors quand je globalise réseaux sociaux et Instagram, parce que je fais essentiellement Instagram, et tout ce que je publie sur Instagram est publié sur Facebook, ce qui n'est pas bien quand on veut faire des réseaux sociaux. Chaque réseau social a sa cible, disons. Moi, en fait, le problème, c'est que j'ai pas vraiment travaillé en termes de marketing mon entreprise. Pour moi, j'ai pas de cible et de cœur de cible. Pour moi, je veux tellement que tout le monde... pour moi, tout le monde est censé acheter bordelais. Donc, du coup, je n'ai pas une cible en particulier. Et mon réseau social n'est pas là. Finalement, sur Instagram, j'ai beaucoup de jeunes. Et les jeunes, c'est pas forcément eux, même s'ils disent qu'ils sont intéressés par manger local, à encourager, à faire moins d'empreinte carbone et tout ça. En fait, dans les faits, c'est pas forcément le cas, et en vrai, ils ont un budget qui est plus petit, et du coup, ils achètent des choses qui sont pas trop chères. Enfin, je trouve qu'on n'est pas encore dans une consommation vraiment raisonnée. C'est-à-dire qu'on a l'envie de consommer mieux, mais dans les faits, c'est moins le cas. On peut le voir d'ailleurs avec tous les jeunes qui partent à Sainte-Catherine dans les grandes enseignes, même s'ils ont envie de changer le monde. Donc, ça pourrait être un autre débat. C'est un autre sujet. Ouais. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, j'ai beaucoup de jeunes qui me suivent sur Instagram parce que j'ai envie de décomplexer l'épicerie fine, et en montrant qu'on peut créer sa boîte et mettre en valeur des marques tout en s'amusant, en fait. Nous, c'est juste de l'amusement, Instagram. Clairement. Et pour toi, Virginie, parce que tu as quand même ton public, c'est quel profil, le public qui vient chez toi et qui connaît déjà la notion de food tour? Comme je disais à peu près tout à l'heure, c'est environ 90% des touristes anglophones. D'anglophones? Oui, américains, canadiens, australiens, européens. Ah ouais, Beyoncé et Jay-Z étaient avec toi la semaine dernière, c'est vrai. Ils ont été au Capucin, je me souviens. Je vais pas au Capu, mais... Ah, tu vas pas au Capu? Non. Ah, c'est bon. C'est trop loin, en fait. Si tu faut que je fasse de nouvelles balades, en fait. Mais ouais, donc... Donc c'est 80% de clientèle étrangère. Les clientèles étrangères, mais après j'ai aussi des francophones, heureusement, et j'en suis ravie, et j'aimerais bien en avoir plus, mais ils ne connaissent pas le concept. Et du coup, régulièrement, j'ai quand même des gens qui parfois offrent des cadeaux, offrent la balade en cadeau, ou du team building, des enterrements de vie de garçons, de vie de jeunes filles, des choses comme ça, et ils sont ravis. Et même des Bordelais qui me disent, mais je connaissais pas cette anecdote, je connaissais pas cette boutique. Quand on vient à Bordeaux, on va toujours dans les mêmes boutiques, et ils sont ravis en fait. Donc j'ai quelques Français. Moi, le souci, en fait, c'est la taille des groupes. En fait, mon problème, c'est que je refuse régulièrement des demandes pour. Je fais maxi 8, avant c'était 10 personnes, par rapport à la taille des boutiques, voilà, tout simplement, et puis l'échange avec le client. Donc, j'aimerais avoir plus de public et pouvoir ne pas refuser ces groupes-là, mais il y a un problème technique, en fait, d'organisation. Olivier, là, on voit quand même des initiatives très innovantes, même si elles sont à micro-échelle. C'est vraiment de l'innovation sociale, organisationnelle. J'aimerais bien savoir, parce que j'ai vu que tu avais écrit là-dessus, comment on organise une destination touristique gourmande? Quelles sont les clés un petit peu? La notoriété est importante, la construction de la notoriété, l'histoire de la construction de la notoriété. Une destination touristique gourmande, c'est un lieu qui possède, qui renvoie une notoriété à la fois touristique et gourmande.
la notoriété touristique nourrissant la dimension gourmande alimentant la dimension touristique. Donc ce sont des lieux dans lesquels les touristes pressentent qu'ils vont pouvoir déployer à la fois des pratiques touristiques et des pratiques gourmandes, qu'ils vont pouvoir faire du tourisme à travers ce qui se mange et ce qui se boit, pouvoir découvrir à travers ce qui se mange et ce qui se boit. Donc ça commence souvent par cette dimension très immatérielle, symbolique, les images que la destination renvoie, et ça passe aussi donc concrètement par les pratiques. Par les pratiques des touristes. Et dans ces cas-là, c'est aussi des bons supports de pratique. Bien entendu. Ouais. Et effectivement, ce matin, nous avons parlé essentiellement des lieux de production comme lieu de touristes gourmands, mais les lieux où l'on peut faire du tourisme gourmand sont extrêmement variés, et les épiceries fines en sont un bon exemple. Mais le tourisme gourmand, c'est aussi donc là où on peut découvrir ce qui se mange et ce qui se boit, déguster, évidemment, les marchés, les événements gourmands, les musées gourmands. Il y a en France plus d'une centaine de musées gourmands, des musées du vin, des musées du pain, des musées du chocolat. Les restaurants, bien entendu, les restaurants sont des lieux de tourisme gourmand. Il faut garder à l'esprit le fait que depuis les années 30, pour le guide Michelin, un restaurant 3 étoiles, c'est un restaurant qui vaut le voyage. Donc concrètement, c'est un restaurant, donc évidemment où la cuisine est exceptionnelle, avec des plats signatures, mais c'est un restaurant qui peut, pour lui-même, pour ce qu'il offre, être le motif du déplacement touristique. Donc c'est ça aussi une destination touristique gourmande. Le restaurant 3 étoiles est une destination touristique gourmande. Ouais, quand on a les moyens, c'est bien. Oui, oui. Mais pas seulement. Pas seulement. Les chefs avec qui j'échange, avec qui je travaille, les restaurants sur lesquels je fais porter des observations en tant que chercheur, montrent tous que il y a aussi une clientèle, y compris internationale, qui tout à fait exceptionnellement accepte effectivement et peut payer une somme bien sûr élevée. Les restaurants 3 étoiles sont dispendieux, mais exceptionnellement, voilà, ils ont fait des économies, ils ont projeté leur déplacement touristique pour fréquenter ce restaurant, pour rencontrer le chef, pour découvrir des plats signatures, des plats qui ne peuvent être mangés là et pas ailleurs. Donc il y a aussi une clientèle moins aisée, mais qui fait de ce déplacement vers ce restaurant 3 étoiles un projet touristique et qui ont donc mis en place un projet aussi de financement. Connaissez-vous des villes qui ont des véritables stratégies ? Je parle au niveau de villes. Vous savez qu'il existe le label UNESCO Ville créative de la gastronomie. Et nous, en tant qu'agitateurs d'idées, on réfléchit pas mal à savoir comment les restaurateurs, pas 3 étoiles, on part de 0 étoile à 3 étoiles, à 5 ou à 6, comment les restaurateurs pourraient mettre en avant nos produits, tout type de produits, de manière à ce qu'ils soient un petit peu les porte-flammes de notre identité culinaire. C'est assez difficile, je ne sais pas si vous connaissez des villes qui ont vraiment des stratégies pour aller dans ce sens, parce que à plusieurs, on y arrive évidemment plus facilement. Elles sont nombreuses, et de plus en plus nombreuses. Je parlais tout à l'heure de l'inflation définitionnelle autour du tourisme gourmand. Il y a en fait 2 réseaux. Donc tu parlais effectivement de l'UNESCO. Donc il y a au sein de l'UNESCO un réseau des villes créatives. Des villes créatives, UNESCO, et parmi ces villes créatives, il y a les villes créatives de la gastronomie. Donc il y a une trentaine, une quarantaine de villes dans le monde qui
mettent au cœur de leur projet de rayonnement touristique, d'attractivité touristique, de dynamisation économique, culturelle, identitaire, de stratégie d'identité, de stratégie de démarquage territorial qui mettent au cœur de leur stratégie la gastronomie. Donc ça, c'est le premier réseau. Et il y a un deuxième réseau à l'initiative de la France et plus spécifiquement de la ville de Lyon. Ça s'appelle le réseau Délices. Donc il y a une vingtaine de villes dans le monde à l'initiative de Lyon. Je pense à Barcelone, Tucson aux États-Unis, il y en a d'autres, qui ont décidé stratégiquement de choisir comme outil du développement local la gastronomie. Donc ça, c'est vraiment un support qui peut être très intéressant pour un certain nombre de villes, surtout en Nouvelle-Aquitaine. Il faut savoir que c'est quand même la première région d'Europe qui a des signes de qualité. Donc je ne sais plus le chiffre, mais il est nombreux, plus de 300. Donc vous deux, en tant que coopératrices et femmes actives sur le terrain, comment vous voyez un petit peu l'évolution de votre approche? En particulier toi, Anne, et puis après Virginie. De développement de ton business. Comment je vois l'évolution de mon business? En fait, moi, je me rends compte que les choses ont... Ça marche encore? Ouais, ça marche. Que les shops de la Lune évoluent, c'est-à-dire qu'à l'origine, quand j'ai créé l'entreprise, qui était un projet, je voulais juste raconter l'histoire des produits. Vous avez senti la différence? Raconter l'histoire des produits et pouvoir avoir un endroit où on peut composer des coffrets gourmands sur mesure. Parce que j'adore offrir des coffrets gourmands quand il y a un anniversaire, une crémaillère, Noël, peu importe. Mais j'adore offrir des coffrets gourmands. Et à Bordeaux, je trouvais que c'était compliqué. Il fallait aller en grande surface pour prendre du Lillet, rue des Remparts pour les noisettines et le Loup-Gascoune à tel endroit et machin. Et je voulais un endroit où on peut tout trouver au même endroit avec un bon rapport qualité-prix. Ça, c'était les deux socles. Et puis après, j'ai réalisé avec l'expérience que moi, quand je voyage, j'adore aller dans les supermarchés. Dans tous les pays, je vais dans un supermarché. Mon conjoint, il n'en peut plus. Parce qu'à chaque fois, à Londres, je ramène de la moutarde en poudre. À tel endroit, je vais ramener une confiture. À tel endroit. Et en fait, en vrai, c'est pas forcément des produits que je consomme forcément au quotidien. Mais du coup, j'adore le fait de revenir à Bordeaux et de consommer un produit que j'ai acheté en supermarché ailleurs. Et j'ai l'impression de voyager encore. Et d'où mon énorme attrait pour les aliments voyageurs qu'on traite aujourd'hui, c'est que j'ai réalisé que finalement, j'ai toujours adoré ça. Et qu'en créant les shops de la Lune, je permettais aux gens ça aussi. Donc c'est pour ça que je vous ai amené quelques produits qui, pour moi, sont phares en tant qu'aliment voyageur. C'est-à-dire que vous avez par exemple une confiture qui est faite sur le bassin d'Arcachon, c'est orange, gingembre, Lillet. Mais j'adore me dire qu'il y a plein de gens partout dans le monde qui sont passés dans la boutique, qui achètent ça et ils mangent leur tartine et ils se disent « Ah ouais, c'était de la petite boutique, là, on était bien au bord de la Garonne avant d'aller à la Cité du Vin. » C'est ça que j'aime, cet imaginaire qu'on retrouve. C'est le souvenir. C'est ça. Je dis souvent, c'est la boutique des souvenirs gourmands. Parce qu'on retrouve la crème Jock qu'on mangeait avec notre grand-mère, parce qu'on retrouve le cacola qu'on prenait en sortant de l'école, et parce qu'en même temps, on découvre des nouvelles choses comme du pastis qui est fait à Bordeaux. Oui, je sais, le pastis n'est pas bordelais à la base et je l'ai amené exprès parce qu'il fait polémique. C'est le seul pastis qui existe qui soit sans sucre ajouté. Donc c'est un très très beau produit et qui est peu connu et qu'il faut mettre en valeur. Et à côté, vous avez par exemple les besquis. Donc besquis, c'est du gascon, ça veut dire biscuit. Biscuit qui est le gâteau cuit 2 fois, qui était fait à la base pour les marins, parce que du coup, ça se conservait plus longtemps en le cuisant 2 fois. Et donc, c'est pour ça que vous retrouvez ces biscuits qui sont faits au beurre de Bordeaux, du beurre qui est baratté ici, avec du lait qui vient de Charente. Quand je dis ici, il est baratté à Bordeaux, avec du lait qui vient de Charente. Et sur le packaging, là, pour le coup, on est sur un packaging qui est assez touristique. On voit Aliénor d'Aquitaine qui déguste son verre de vin. On voit la Porte Caillot, la Grosse Cloche, la Garonne. Et c'est ça que j'aime. C'est à la fois vraiment des produits qui nous rappellent nos souvenirs gourmands et à la fois des produits qu'on a envie de faire découvrir pour faire prolonger le voyage. Et moi, je crois vraiment que Bordeaux, je dis Bordeaux parce que je prêche pour ma paroisse, mais de manière générale, je crois que Bordeaux est une marque et qu'on doit la faire rayonner par tous ses attraits,
par le tourisme, par le vin, par toute notre richesse agro-industrielle, mais aussi par les produits. Et c'est là où les Shops de la Lune met sa pierre à l'édifice. Donc finalement, on est parti de Anna qui avait envie de faire des coffrets gourmands et d'avoir tout sur le même endroit et en plus de raconter des histoires, à finalement avoir réellement pour ambition de faire rayonner Bordeaux à travers les produits et de donner une voix aux artisans aussi qui n'ont pas forcément la puissance de frappe pour avoir une vitrine sur les quais, par exemple. Donc, je vois que ça évolue. Mais en revanche, je n'ai jamais eu envie de créer les Shops de la Lune parce que les produits locaux, c'est tendance. Je me suis jamais dit ça. Et pourtant, je l'entends que c'est peut-être tendance, mais mes clients, ils viennent pas chez moi pour ça. Ils viennent chez nous pour la qualité du service, pour l'accueil, pour le moment qui passe. Mais il n'y a jamais personne qui m'a dit « je viens chez vous parce que j'ai envie de consommer local ». Jamais. Ça, c'est pas mal. Mais pour autant, ils consomment local. Mais ce n'est pas l'argument qui fait qu'ils viennent chez nous. Donc, tu as des temps de formation de ton staff, quand même, significatifs. Parce qu'on n'est pas tous à savoir comment se fabrique Cacolac, ou quelle est l'histoire de Cacolac, ou Joc. Alors, c'est pas tant de la formation, parce que c'est plus de la passion. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est « Ah, mais regarde ça, c'est trop bien, goûte, c'est fait comme ça. » Et on fait... En fait, on a aussi l'envie que les Shops de la Lune, ça soit la maison des artisans. Donc, en fait, on offre la possibilité à tous nos fournisseurs, à n'importe quel moment de l'année, de nous dire toc toc, j'ai envie de venir chez toi pour être à l'écoute des clients finaux. Et ils viennent, et ils font déguster les produits, ils échangent avec le consommateur. Nous, ça permet de dire à notre clientèle, mais venez rencontrer la personne qui fabrique ce produit que vous adorez, venez découvrir tout ce qu'il fait à côté. Et donc, du coup, forcément, l'équipe, je dis, mais attends, mais va le voir, pose-lui toutes tes questions. Et en fait, comme on ne recrute que des gens qui sont curieux et qui ont envie de travailler, moi, c'est les deux seuls trucs, je demande même pas l'âge. Même pas le cursus. Est-ce qu'ils aiment travailler? Est-ce qu'ils sont curieux? Et je pense que si on a l'envie d'apprendre et qu'on est animé par cette passion de la gourmandise, hein, finalement, ça vient naturellement. Donc j'espère qu'il y a des petits jeunes dans la salle. Hein. Parce que là, mais c'est pas des temps de formation, c'est plus au quotidien. Forcément, si on veut qu'ils puissent bien conseiller les clients, il faut qu'ils connaissent les produits. Donc tous les produits chez nous sont choisis avec toute l'équipe, c'est-à-dire que tout le monde goûte, tout le monde donne son avis. Il faut trancher, c'est moi qui tranche. Mais de manière générale, ça se fait naturellement. On est tout le temps assez d'accord sur la finalité du produit. Parce qu'on prend que des produits qui sont girondins, qui ont une histoire et qui sont bons. Donc c'est un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'on peut avoir des produits très chers, mais c'est des produits très bons. Et on a des produits pas chers, mais ils ne sont pas bons. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont moins bons. Non, mais c'est pas qu'ils sont moins bons, parce que la crème Joc, c'est délicieux, mais c'est pas très cher. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout doit être justifié. Voilà. Et de l'évolution un petit peu de ta structure à toi, Virginie, de ces food tours? Écoute, repartir peut-être comme avant le Covid, où j'avais donc prévu de me développer. Après, c'est pas évident trouver les partenaires, en fait. Faut se battre un petit peu pour trouver, dans un itinéraire, comme je disais, assez précis, les bonnes boutiques, puisque moi c'est pareil, je me restreins, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais à des produits locaux ou régionaux en tout cas, et de qualité. Donc par exemple, je voulais faire une autre balade dans le vieux Bordeaux, enfin une partie que je fais pas, et j'ai pas trouvé de fromager parce que les deux que je suis allée voir ont des boutiques qui étaient trop petites, et ils m'ont dit non, ça nous intéresse pas. Alors que j'achète bien sûr toute la nourriture et je leur apporte de la clientèle hyper qualifiée, qui est hyper, ce sont des gourmets qui en plus peuvent faire des achats additionnels. Donc c'est que du bénéfice pour eux en fait. Et c'est très compliqué en fait de trouver des partenaires sur la durée qui sont prêts à ça, alors qu'ils ont tout à gagner. Par exemple, l'été dernier, j'avais lancé une nouvelle balade avec un bateau. Et du coup qui marchait pas mal, donc on faisait la moitié à pied et la moitié sur un bateau privatif sur la Garonne, et là en fait la personne avec qui je travaille m'a dit finalement je vends mon bateau. Moi j'ai des groupes déjà que j'avais validés pour l'été prochain. Oui, mais des petits bateaux sur la Garonne en fait il y en a quasiment pas, tu vois, donc il y a un challenge, j'essaie de les joindre depuis 15 jours, ils répondent pas, voilà, donc c'est un peu le parcours du combattant de faire un food tour, c'est pour ça qu'il y en a pas beaucoup. En tout cas, pour qu'il soit qualitatif. Donc essayer de continuer de développer ça. Et aussi avoir peut-être une clientèle plus locale avec des jeunes, des enfants.
partager en fait ma passion, pas qu'avec des touristes étrangers, même si ils sont super mes clients, parce qu'ils sont passionnés aussi. Voilà, peut-être développer un peu plus ça. Le côté pédagogie ressort à chaque fois. Hein. On est obligé là de vraiment travailler sur ce volet-là. C'est ton job au quotidien. Il nous reste, je vois, 3 minutes. Voilà, on va finir sur cette note positive. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là. Non, quelle que soit votre région, enfin pas votre région, mais quelle que soit votre ville, votre ancrage, soutenez et consommez local. Je pense que on sera toujours. Je trouve que c'est génial de pouvoir se rendre compte des pépites qu'on a tous et toutes sur nos territoires, et je pense que c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Donc merci beaucoup. De rien, c'était un plaisir. Voilà, on a fini. Voilà.